3 idées reçues sur le mécénat d'entreprise. Donc, comme Anne-Claire l'a dit, ça fait à peu près 3 ans qu'on réfléchit et qu'on lit des tas d'articles, qu'on en écrit certains d'ailleurs, sur le mécénat d'entreprise, et on est forcé de constater que on tombe régulièrement sur 3 idées reçues tenaces qu'on aimerait bien essayer de débusquer et de lever avec vous aujourd'hui pour peut-être s'en débarrasser un peu et pouvoir être un peu plus innovant et repenser peut-être l'histoire du mécénat. Alors, quand je fais des dîners avec des amis, généralement quand on a épuisé un peu tous les sujets de conversation, l'actualité, le foot, la politique, les filles, euh, généralement à la fin du repas, j'ai toujours droit à la même question. Mais toi, tu travailles dans le mécénat, hein? Ouais, bah, pourquoi les entreprises elles font du mécénat? Enfin, sérieusement, quoi. Qu'est-ce que ça cache? Quelles sont les intentions de ces chefs d'entreprise qui... Il y a forcément quelque chose de louche là-dedans. Quelles sont les motivations cachées? Pourquoi? Elles ont sans doute quelque chose à se faire pardonner. Donc on en est toujours là pour certaines personnes qui ne connaissent pas bien le sujet. Et ce qui est frappant, c'est de regarder, quand on regarde la recherche académique, on se rend compte que 50% des études, à peu près, une sur deux, sont focalisées sur la même question. Pourquoi les entreprises font du mécénat? Quelles sont leurs motivations? Quelles sont les motivations des dirigeants à faire du mécénat? Et cette question, concrètement, elle se résume à deux choses. Est-ce que le mécénat est altruiste ou est-ce que le mécénat est intéressé? Et je vous assure que se taper une centaine d'articles qui se posent tous cette même question, c'est vraiment déprimant. Et donc, ce que je vous propose de faire avec moi, c'est d'oublier cette question des motivations, puisqu'elle est à la fois impossible à résoudre et inutile. Impossible à résoudre parce que c'est de la subjectivité pure. Il s'agit de rentrer dans le cerveau des dirigeants pour savoir quelle est la part d'altruisme, quelle est la part de stratégie. C'est complètement impossible à faire. On peut que aborder le sujet de la surface. Et elle est inutile puisque une fois qu'on sait quelles sont les intentions réelles des dirigeants qui décident de faire du mécénat, ça ne nous dit absolument rien de la qualité des opérations de mécénat. Donc ce que je vous propose tous ensemble, c'est d'oublier les intentions et de se concentrer sur les résultats. Ça paraît évident, mais voilà, concentrons-nous plutôt sur les résultats réels du mécénat dans la vraie vie, plutôt que de passer des heures et des heures à s'interroger sur les motivations des entreprises. La deuxième idée très coriace, quand on s'intéresse justement aux motivations, aux conséquences, aux résultats du mécénat, ce qui arrive, on s'intéresse beaucoup à ce que ça apporte à l'entreprise. Environ un tiers des études qu'on a pu consulter, des études académiques, s'intéressent à ce que le mécénat apporte en termes d'image, en termes de réputation d'entreprise, en termes de motivation des salariés, en termes de fidélité des consommateurs. Et donc, on a tous ces bouquins, ces méthodes qui vous disent, voilà, vous pouvez faire le bien tout en gagnant de l'argent, quoi. Et cette focalisation, alors elle est assez anglo-saxonne, je dois avouer, c'est quand même différent en France. Mais quand on lit la recherche sur le mécénat, on voit toujours ça, doing well by doing good. Et le problème de cette question, alors les études en question, elles montrent effectivement une certaine corrélation entre les montants qui sont investis par les entreprises en mécénat et leurs performances financières. Effectivement, il y a une forme de corrélation, mais c'est là où le bas blesse, il n'y a jamais de preuve du lien de causalité, c'est-à-dire est-ce que ce sont parce que les entreprises font du mécénat qu'elles sont performantes, ou est-ce que ce sont les entreprises déjà performantes qui ont suffisamment de ressources, de vision, de stratégie pour faire du mécénat? On en est là, malheureusement, c'est un peu déprimant, comme je dois vous le dire. Mais la bonne nouvelle, c'est que on peut se poser les questions différemment, puisque en se posant la question des conséquences pour l'entreprise, on a tendance généralement à oublier une part importante du mécénat qui sont les bénéficiaires. Voilà, je l'ai entendu. Et en fait, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de recherches, beaucoup d'efforts à faire pour s'intéresser davantage à ce que le mécénat crée comme valeur sociale pour la cause défendue par l'entreprise, pour les bénéficiaires finaux, par exemple les artistes dans le mécénat culturel, les exclus dans le cas du mécénat social. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de s'interroger à la fois pour ce qui est bon pour l'entreprise, évidemment c'est une condition nécessaire pour que le mécénat ait lieu, il faut que l'entreprise y trouve son compte, mais ne surtout pas oublier la cause et les bénéficiaires dans l'équation. Voilà, jusqu'ici, je crois que j'ai perdu personne. On va attaquer la troisième et la plus difficile, donc là on va rentrer un peu dans des concepts euh, un peu difficiles. Alors, on entend souvent dire, à la fois par certains critiques du mécénat traditionnel et aussi par certains de ses défenseurs, que le mécénat d'entreprise classique est voué à disparaître.
On sent qu'il est en train d'être concurrencé par des nouvelles approches de relations entre l'entreprise et la société. Et donc, on sent une forme de triomphalisme de la part de ces nouvelles pratiques. Et en fait, on peut se demander du coup, puisque depuis une dizaine d'années, en fait, le mécénat dans les entreprises est complété par une nouvelle vague de concepts et de pratiques. Vous avez sans doute entendu parler évidemment de la responsabilité sociale des entreprises qui occupe beaucoup les entreprises aujourd'hui. Il y a toutes les approches dites de la base de la pyramide, où justement ou de marchés émergents, où les entreprises essaient, comme par exemple Essilor qui vend des lunettes à 5 euros en Inde, qui essaie de trouver des nouveaux marchés en répondant à des besoins non couverts. Le social business de Mohamed Younous, vous avez peut-être entendu parler également, où d'ailleurs des entreprises comme Danone l'ont beaucoup pratiqué. Shared Value, Michael Porter, le grand gourou du management, s'est aussi tenté à instaurer un nouveau concept. Stakeholder management, la gestion des parties prenantes, un thème aussi très très à la mode en ce moment dans les entreprises. La co-création, bref, je m'arrête là parce que je sens que j'en perds certains. Vous voyez qu'il y a une profusion de nouveaux concepts qui repensent les relations entreprise-société, là où le mécénat était un peu la modalité historique de cette relation. Alors on pourrait se dire, avec les pessimistes, voilà, le mécénat va céder sa place à ces nouveaux concepts. Et en fait, moi je suis persuadé du contraire, puisque en fait, ces approches sont assez différentes du mécénat. Je vais rappeler très rapidement pourquoi. La première chose, c'est qu'elles intègrent la dimension sociale au cœur de métier de l'entreprise. Il y a vraiment un lien entre le core business, comme on dit, et la dimension sociale, alors que le mécénat a traditionnellement été plus libre, centré plutôt sur l'altérité, sur ce que n'est pas l'entreprise. Et la deuxième chose, c'est que ces approches, qui sont tout autour du mécénat, elles sont sans ambiguïté destinées à servir les intérêts commerciaux de l'entreprise, à terme en tout cas. Et le mécénat a toujours été défini par l'absence de contrepartie directe. Donc vous voyez bien, ce sont des choses qui arrivent un peu en rupture, c'est une nouvelle vague de concepts. Et moi je pense que le mécénat a toujours une carte à jouer, une très belle carte à jouer même, pour deux raisons, parce qu'elle a des atouts que ne possèdent pas ces nouvelles approches. Le premier atout, c'est que le mécénat, c'est une façon de catalyser la générosité des acteurs d'entreprise. Les salariés, les clients, les fournisseurs, les actionnaires, potentiellement les partenaires de l'entreprise. On se rend compte que l'entreprise peut vraiment fédérer ces énergies-là, que ce soit sous la forme de collecte de dons, d'abondement, de mécanismes d'abondement, ou toutes les démarches de mécénat de compétences, de pro bono. Donc on a vraiment un rôle ici de catalyseur de la générosité qui ne pourra jamais être remplacé. Et la deuxième chose, c'est que le mécénat permet de financer des projets qui ne sont pas tout de suite rentables, qui ne sont pas encore testés, encore bien connus. C'est une formidable source d'expérimentation, de seed money, on dirait, si on faisait du financement d'entreprises classiques. Le mécénat permet de tester des projets pilotes et de voir ce qui peut ensuite être répliqué à plus grande échelle et être diffusé plus largement. Donc je pense que le mécénat a beaucoup d'avenir. Il faut s'appuyer sur ses forces, il faut qu'il soit utilisé à bon escient. Mais j'espère avoir, après ces trois idées reçues, j'espère qu'on va tous ensemble réinventer le mécénat de demain. Merci beaucoup.